salue tous ceux qui sont loin et qui pourront profiter de cette rencontre intitulée Face à l'histoire, la mémoire des justes, avec Jean-Claude Grimbert, avec Simone Schwarzbart, avec Jean-Pierre Orban, avec Jacques Schwarzbart. Et je vais donner sans plus de préambule, sans plus de présentation, la parole tout de suite à Jacques Schwarzbart qui a composé un petit morceau intitulé « La plus précieuse des marchandises » et qui se trouve être le titre du livre de Jean-Claude Grimbert qui est paru au mois de janvier dernier. Jacques Schwarzbart. Donc le morceau est une illustration du moment où la paysanne prend dans ses bras l'enfant qui est tombé du train des déportés. Merci Jacques Schwarzbart. C'est-à-dire que si j'avais voulu raconter quelque chose sur le génocide, si j'avais voulu raconter quelque chose, je pense, quand je dis distrait de la maladie, hein, c'est-à-dire que c'est je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de parler de notre histoire, c'est ce que j'essaye de faire avec mon histoire, mais de donner quand même aux lecteurs et surtout aux jeunes lecteurs l'envie de vivre. Voilà. Et pas l'envie de... Voilà. Il n'y a qu'une vie, elle est sur Terre, et l'auteur, l'écrivain, se doit de dire à la fois son malheur, sa vérité, son histoire, et en même temps de donner à ceux que nous continuons à fabriquer, malgré tout, aux enfants, l'envie de vivre leur vie. Voilà. Cette vie pleine d'horreur, ce passé leur appartient, et en même temps, je pense que l'écrivain aujourd'hui ne doit plus dénoncer ce qui va mal, mais il doit essayer de dire que malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue, et que chaque vie compte, et que
Voilà. Et donc, c'est peut-être pour ça que je dis que ça m'a distrait. Voilà, je n'ai pas essayé de tout dire. Je n'ai pas essayé d'autres ont tout dit. Voilà, on va parler de Dernier des Justes. Pour moi, le Dernier des Justes, au moment où il l'écrit, il dit tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'il faut dire. Mais aujourd'hui, la plus précieuse des marchandises, c'est un texte qui vient après des milliers d'autres qui ont dit. Voilà. Moi, je dois dire aussi, c'est mon rôle. Voilà, le petit rôle que je me suis assigné, c'est de dire aussi ma vérité à moi. Mais je n'ai plus la tâche de tout dire. Voilà. Je n'ai plus la tâche je n'ai jamais eu cette ambition. Je n'ai jamais eu... Bon, quand j'ai écrit l'atelier dans un moment où on était encore dans une forme de silence, où on était encore dans une forme de... où commençait déjà la négation, voilà. Mais là, que des gens pensent que ça n'a pas existé, c'est leur problème, en fin de compte. Je ne suis pas là pour les convaincre, j'ai arrêté. Qu'il y ait encore des antisémites, c'est le problème des antisémites, c'est pas le problème des juifs. Que la folie court dans les rues, la folie court dans les rues. Moi, quand j'écris, je ne suis pas dans la rue en train de courir après les fous. Voilà. Donc, voilà, j'ai écrit comme une histoire. Voilà. Il se trouve que cette histoire est dans un... Je ne sais plus, j'ai lu quelque part que même dans la pire des horreurs, les enfants rient. Voilà. Eh bien, je suis resté un enfant. Même dans la pire des horreurs, je ris. La plus précieuse des marchandises, c'est un très beau texte. Alors, avant de poursuivre avec le Dernier des Justes et avec le thème de cette soirée, ou de cette heure, pardon, sur la mémoire des Justes et de les relier, les mémoires juives et les mémoires noires, on verra en quoi déjà André Schwarz-Barth les reliait. J'aimerais que chacun d'entre vous s'exprime sur la lecture de ce conte. Simone Schwarz-Barth, pour commencer, comment vous avez lu La plus précieuse des marchandises? Quelle a été votre réaction à ce livre, cette lecture? Ma réaction à cette œuvre a été très particulière parce que ça m'a renvoyé à la notion de conte. Ce conte, c'est un conte. C'est un conte pour adultes qui est magnifique et qui renvoie à la question qu'il ne faut pas désespérer justement les jeunes qui arrivent. Il ne faut pas les désespérer. Donc, pour ce qui est de la comparaison de l'œuvre du conte de M. Grimbert avec le conte aussi qu'André a écrit dans l'Étoile du matin. Ce sont effectivement, je pense que la forme du conte leur a permis de parler de cette histoire d'une autre façon, certes. C'est vrai. Cependant, dans le conte, il y a tellement de questionnements dans ce conte, la plus précieuse des marchandises. On se dit, heureusement que c'était une fille. Fort heureusement, parce que quand Bûcheron est arrivé et qu'il a voulu tuer cet enfant, si ça avait été un garçon, il l'aurait fait parce qu'il aurait constaté que l'enfant était circoncis. Alors que là, il a pu la garder. Ensuite, quand Bûcheron et Bûcheronne, là,
il y a un effet assez généreux de la part de Jean-Paul Grumbert de dire que Bûcheron s'est battu pour que soit sauvée Bûcheron et surtout la petite. Il y a... M. Grumbert est compatissant, très compatissant avec ces Polonais qui ne l'ont pas été là. Mais c'est bien. Et on parle toujours de ne pas désespérer la jeunesse. Après, quand le conte avance, l'histoire arrive et il y a cet enfant qui se retrouve, cette petite juive, qui se retrouve polonaise avec... C'est terrible. C'est une histoire extraordinaire et en même temps, quand on veut regarder le dessous des choses, c'est assez... c'est une histoire très, très, très... comment dirais-je? Très violente. Parce que cet enfant, elle n'est pas polonaise. C'est une espèce de subversion fantastique. Qu'elle se retrouve sur ce marché à vendre des fromages de chèvre avec paysanne. C'est magnifique en même temps parce que ça parle d'amour. Ça parle d'amour maternel d'une femme et de la petite enfant. Mais on ne peut pas s'empêcher de se demander, cet enfant, ça n'est pas son destin d'être là. Et son père, quand il la voit, comment est-ce qu'il peut partir et vivre tous les jours en sachant qu'il a une fille de l'autre côté? C'est une histoire magnifique et qui pose des tas de questions, des tas de questions sans réponse, certainement, mais en tout cas, moi, ce sont des questions que je me suis posées à la lecture du texte. Voilà. Et c'est bien que ces questions existent et il les a bien posées. Jean-Pierre Orban, une réaction à la lecture de La plus précieuse des marchandises? Moi, ça m'a très très fort touché et ça m'a étonné, ça m'a stupéfié parce que il est écrit là un conte, une histoire où jamais n'est nommé la catastrophe, jamais n'est nommé, on ne met pas les noms sur les choses. Et ce que je trouve que ce petit débat, ces deux échanges cet échange qui vient d'avoir lieu, dit toute la difficulté d'écrire sur une catastrophe comme celle-là, comme sur d'autres, sur les tragédies. Et c'est là que vraiment se trouve le nœud du problème. Et se trouve la question qui me préoccupe et m'interpelle le plus chez André Schwarzbart, c'est personnellement, après il y a le rapport avec Simone, ça on en parlera sans doute, mais c'est par rapport à son passé, à sa famille, à la catastrophe, à la possibilité et la légitimité. Parce que est-ce qu'on peut écrire quand on est rescapé, par exemple? Eh bien, tout ça, ça l'a torturé. Et on vient de transférer, on s'en est occupé récemment, et Jérôme Villeminos est là de la BNF, on a transféré sa bibliothèque. Sa bibliothèque, dans ces 20 dernières années, elle est remplie d'ébauches et de notes sur la difficulté, sur la possibilité, sur la tentative d'écrire un roman, de nouveau un roman juif qui prolonge en quelque sorte le Dernier des Justes, parce que le Dernier des Justes, comme l'a dit Jean-Claude Grumbert, c'est toute l'histoire qui amène à la catastrophe. Et après, alors à la fin du Dernier des Justes, on met un pied dedans, mais on s'arrête là, on s'arrête juste au bord. Et après vient la question de savoir comment on peut parler. Et les manières de parler sont
sont tellement difficiles à obtenir. Et Jean-Claude Grimbert, moi j'ai été stupéfié par cette façon par ce conte. C'est stupéfiant. Vous dites que c'est un texte après des milliers, mais c'est une œuvre tout à fait originale. Et Simone Schwarzbart l'a dit, l'étoile du matin, c'était aussi une manière pour André Schwarzbart d'écrire avec aussi, il y a des parallèles. Comme un conte, ça commence aussi de façon étonnante. Il était une fois un juif désespérément joyeux. C'est incroyable. Et là, il était une fois, voilà. Oui, La mulâtresse solitude également d'André Schwarzbart qui commence par « Il était une fois ». On retrouve cette dimension du conte. Avant de vous repasser la parole, Jean-Claude Grimbert, une réaction, puisque ici nous sommes aussi des lecteurs, et donc Jacques, évidemment, il l'a montré tout à l'heure par la musique, mais j'aimerais bien aussi avoir son avis de lecteur sur La plus précieuse des marchandises. Je voudrais revenir en fait sur le parallèle entre l'œuvre de Grimbert et du Dernier des Justes. En fait, le conte de M. Grimbert, c'est un conte sur ce que c'est que d'être injuste. Cette femme, elle est l'exemple même d'un juste, puisque la bûcheronne. La bûcheronne, elle est capable de voir l'humain. Elle ne regarde pas la couleur de la peau, la provenance, elle s'identifie, elle compatit, elle aime l'autre, l'humain, et c'est ça qui permet au juste de ressentir la douleur du monde. Chacun d'entre nous a un cercle d'humanité limité, c'est-à-dire que ceux qu'on considère comme nos frères humains ne s'étendent pas généralement au-delà de ce cercle, hélas. Mais la caractéristique du juste, c'est qu'il n'y a pas de fin à son cercle. Et c'est donc l'exemple d'un juste que le conte nous présente. Et M. Grimbert lui-même est complètement comparable à Ernie Lévy, qui, dans le train de la mort, raconte des histoires aux enfants et leur redonne espoir jusque vers les portes de l'enfer. Donc, c'est aussi le travail du juste, de donner espoir jusqu'à la fin. Jean-Claude Grimbert. Moi, je suis très, très bouleversé par ce qu'il vient de dire. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Oui. Je ne me sens pas juste parce que je me connais très bien, mais si je peux faire illusion, c'est bien. Non, ce que je voudrais dire, c'est que j'étais particulièrement sensible à ce qu'a dit Simone sur un aspect du livre, c'est-à-dire que cette petite fille va devenir, dans un pays comme la Pologne, qui devient, malgré lui, diront beaucoup de gens, communiste, et elle entre dans une autre forme de mensonge, elle va incarner la jeunesse et tout, et c'est vrai que le fait que le père ne cherche pas à la retirer à l'amour de cette nouvelle mère est une chose déchirante, mais en même temps, voilà, c'est la vie qu'on a vécue. Je n'avais pas conscience que mon père était mort. J'avais toujours... Je ne le connaissais pas, c'était la grande différence avec André. Moi, je ne connaissais pas ce père. Il avait été pris, mais quelque part, je me disais qu'il devait être ailleurs, qu'il nous avait peut-être oubliés. Et je pense que c'était quelque chose qu'énormément de familles partageaient. C'est-à-dire, j'ai rarement eu l'impression de voir mon père. Je l'ai vu une fois à la télévision dans une émission minable. J'ai vu un ancien déporté tenu par 2 soldats et j'ai eu l'impression que c'était mon père, ou un type qui m'a parlé dans la rue en yiddish avec un accent américain. Je me suis dit, ça y est, c'est lui. Il a été sploqué aux États-Unis, il revient maintenant qu'on est à peu près sorti d'affaires. Voilà. Il y avait comme ça
Donc cette idée de la fin, de la responsabilité des vivants, comment penser aux morts, comment penser aux disparus, comment se fabriquer un père. Voilà. Je ne dirais pas que ça m'a manqué, mais je dirais que ça n'est jamais quelque chose de... Et c'est peut-être ça qui reste de l'enfance en chacun des fils de déportés, c'est-à-dire on n'est pas fini. On n'est pas fini. Peut-être que personne n'est fini. Voilà. Et voilà, je veux dire que je suis particulièrement sensible d'entendre et la voix de Jacques, c'est ça, voilà. Et d'avoir entendu sa musique voilà, c'est-à-dire que la vie a pris le dessus. La vie, eh ben on est là. Voilà, on est là, il est là. Ma fille est pas avec nous, mais elle est. Voilà, c'est-à-dire que on a surmonté sans faire d'efforts. On a simplement vécu. Et le fait d'écrire, après, ça dépend des périodes. Voilà, dans le silence qui était celui de l'après-guerre, dans la négation qui était celle de l'après-guerre, sans les négationnistes, mais la négation générale, la négation de la France entière, voilà, la négation du rôle de la police, la négation du rôle de l'administration, la négation de l'indifférence. Voilà, tout à l'heure Simone a parlé des Polonais. Il y a beaucoup plus de justes en Pologne que dans tous les autres pays, parce qu'il y avait plus de juifs. Voilà. Mais la proportion, c'est la même partout. L'indifférence était la même partout. Voilà. Et donc, écrire à ce moment-là, refabriquer du vivant, c'est-à-dire ne pas écrire sur les 6 millions de morts, mais montrer comment les 36 justes qui incarnent le peuple juif d'une manière bien sûr fantasmée, bien sûr mais de donner à voir et les individus dans leur vie quotidienne depuis le Moyen-Âge et la culture et tout ce qui a été nié, disparu. Nous n'étions, à la sortie de la guerre, nous n'étions que des gens qui s'étaient laissés ramasser. Voilà. Et c'est contre ça qu'il a agi. Et c'est contre ça que j'ai agi à sa suite. C'est-à-dire redonner de l'honneur. Ça n'est pas parce qu'on n'a pas pris... Voilà. Alors on nous disait, ils se sont laissés prendre. La scène de l'arrestation de mon père, c'est un homme en pyjama devant 2 gardiens de la paix qui viennent de casser la porte. Qu'est-ce qu'il devait faire? Prendre un fusil? Il n'en avait pas. Et devant ces 2 enfants, tuer les 2 gendarmes, les 2 flics? Voilà. Donc nous étions dans une situation où seule, effectivement, la culture, l'histoire, c'est-à-dire que c'est quand même, grâce à Léon Poliakov, grâce à des... Voilà. Grâce à des historiens, que peu à peu, on a retrouvé une dignité qu'on nous niait. Voilà. Et qu'on nous niait dans toutes les formes. C'est-à-dire que les familles des déportés, comme la mienne, ma mère n'a pas eu droit à une pension. Mais si elle avait eu droit, elle aurait touché 3 fois moins que la femme d'un déporté résistant. Voilà. Il y avait une hiérarchie établie et qui se traduisait aussi par une hiérarchie d'argent. Voilà. Donc, j'ai l'air de m'emballer comme ça, je ne m'emballe pas du tout, hein, en fin de compte. Tout ça est voilà, c'est une histoire, parmi les histoires affreuses que nous connaissons, c'est sans doute la plus affreuse. Les Juifs font toujours mieux que les autres. Voilà, et c'est pour ça qu'on leur en veut. Mais, voilà, cette histoire-là, elle a donné beaucoup de littérature
Et je me dis que s'ils avaient fait ça aux Inuits, on le fait autrement. Mais si ça avait été fait, ça aurait donné moins de livres. Voilà. Ils ont eu tort de s'adresser à des gens qui passent leur temps à lire et à écrire. Alors, Jean-Claude Grimbert, sur cette question de l'écrit, de la transmission, de refabriquer du vivant ce que l'on a bien vu avec la plus précieuse des marchandises, avant peut-être de passer au dernier des justes dont on a un peu parlé, mais on va en parler davantage, je voudrais lire un extrait de l'Étoile du matin qu'on a retrouvé en parlant avec Jean-Pierre Orban et Simone Schwarzbart. Cet extrait de l'Étoile du matin, donc c'est un livre d'André Schwarzbart qui a été publié à titre posthume en 2009 et qui est le suivant. Toute sa vie, Haïm avait essayé de parler d'Auschwitz sans y arriver. Comment exprimer le ciel d'Auschwitz? Comment exprimer ses impressions sur le tas de cadavres? Ou simplement une journée d'Auschwitz? Impossible. La langue française n'était pas faite pour cela, mais quelle langue l'était? L'obstacle était trop haut, c'était une vraie course d'obstacles, les uns réels, les autres imaginaires. Imaginaire du public, imaginaire de l'auteur. Restait le problème littéraire dont il avait pris conscience dernièrement, relisant Le plat de porc. Dans la mesure où elle s'adresse à des hommes, soit être entendue par des hommes, la littérature de l'inhumain devait s'accorder au cœur humain, faire montre d'humanité envers le lecteur. Par conséquent, laisser planer une zone d'ombre et introduire ou augmenter la part de lumière pour que la zone d'ombre qui subsiste soit supportable à l'œil normal du lecteur assis, couché, fumant ou non le cigare, dégustant ou non des cacahuètes. C'était ainsi. Simone Schwarzbart? Oui, l'Étoile du matin, c'est certes un conte, puisque l'histoire commence en l'an 3000, quand la planète a disparu, avec une extraterrestre et une vie extraterrestre, où il y a même la subversion des termes, où l'on peut parler d'un Auschwitz de douceur, d'un Treblinka d'allégresse. C'est l'histoire d'un livre, et ceci pour le prologue, avec ces documents que l'on trouve à Yad Vashem et qui racontent l'histoire de ce peuple disparu. Et l'histoire commence à ce moment-là. Il était une fois un juif désespérément joyeux. Certes, mais à la fin de cette histoire, qu'est-ce qui arrive? Il se passe ceci. La chroniqueuse qui rapporte toute cette histoire se demande justement se demande si elle n'a pas affaire à un fou qui a passé toute sa vie à écrire et à écrire sur des feuillets et des feuillets contenus dans une malle qu'elle trouve à Yad Vashem, sans jamais pouvoir écrire le mot « fin ». C'est l'histoire de l'échec d'un essai de livre sur justement la chose. Il n'a pas pu. Il a voulu, il a essayé. Il a même essayé de se tromper lui-même en titrant un chant de vie, alors que désespérément, il n'y avait ni chant, ni vie. Mais en fait, quelque part, il y avait quelque chose au-delà de l'espoir, au-delà de tout cela. Parce que, par exemple, lors de sa visite à Auschwitz, il revoit sa mère. C'est un passage bouleversant quand on parle de cette femme, de son regard. Et je revois ma belle-mère. Je revois
elle est vraiment vivante à ce moment-là, en plein Auschwitz, en pleine visite d'Auschwitz. Il la refait vivre. Donc, il y a quand même, au-delà du désespoir, il y a une lumière, il y a quelque chose qui fait qu'il rend grâce aux puissances, au ciel, d'avoir mis sur ses pas, sur ses yeux, une femme aussi exceptionnelle qu'elle l'était. Donc, c'est un livre poignant parce que c'est un conte, certes, mais il y a aussi ce ghetto de Varsovie qui est tellement étrange. C'est un conte, c'est vrai, et en même temps, les réalités, ils n'arrivent pas à les voiler. Et je vais juste lire une toute petite note d'archive que j'ai trouvée qui parle du langage. Je pense que c'est écrit tout petit, je pense que je vais quand même pouvoir, voilà. Difficulté d'écrire tout au long des années. Trop, c'est trop, il n'y a pas de mots. Les mots appartiennent à la civilisation. Et l'on ne peut attraper la réalité on ne peut attraper cette réalité hors du langage des mots. Composer un air de musique de jazz. Merci Jacques Schwartzbart. Voilà Simone, un air de jazz, n'est-ce pas? Jean-Claude Grimbert, vous avez reparcouru, vous avez relu en partie Le Dernier des Justes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est justement
comment il arrive à monter dans le train, comment il fait monter Ernie dans le train. Parce que quand on dit il s'est arrêté à la porte de Drancy, puis le transport, c'est déjà la déportation. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dire qu'Auschwitz, c'est l'indicible et que ceux qui n'y ont pas été et qui n'en sont pas revenus ont du mal à se sentir légitimes, au-delà même des mots choisis. Mais le danger pour l'enfant déporté, c'est l'imagination. Or, pour l'auteur, il faut, un écrivain se doit d'imaginer. Le transport, mon grand-père a été déporté aveugle. Au début, j'ai cru qu'il était déporté en même temps que mon père. Je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Voilà. Et j'ai été soulagé de voir, grâce à Klarsfeld, que mon grand-père avait été déporté aveugle 2 mois avant mon père. Mais quand j'ai failli perdre la vue, il me reste un œil, et cet œil a été menacé à un moment. J'ai beaucoup pensé à ce grand-père aveugle. Et je me voyais monter dans le train. Et je me voyais seul, sans mon fils, transporté parmi tous ceux qui essayaient de trouver une place. C'est-à-dire que la barbarie, le crime, il est dans le transport lui-même. Il est dans la conception même Et c'est quelque chose qui, dans le dernier des Justes, atteint un point parce qu'en même temps, il y a la plus grande humanité, c'est-à-dire devant la barbarie, devant l'ignominie, devant la honte qu'on construit pour eux, Ernie reste un juste et devient de plus en plus juste et accepte de plus en plus d'être injuste. Voilà. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, la succession des générations et la diversité des personnages, et qui montre en même temps la diversité de la vie juive, la richesse du récit et de la littérature yiddish, parce que c'est comme s'il écrivait en yiddish. Il cite des auteurs yiddish qu'il a traduits lui-même. Voilà. Il y a quelque chose qui, pour moi, voilà, moi, ça a été un gros problème pour moi d'arriver un jour à mettre le bout du pied dans le wagon. Voilà. Et je pense que c'est je ne parle pas d'Auschwitz, et c'était naturel qu'après avoir écrit Le Dernier des Justes, il cherche à se transporter à Auschwitz. Voilà. Et qu'il trouve, sous la forme d'un conte, qu'il puisse y retrouver l'image de sa mère. Voilà. Mais on ne peut pas demander l'impossible. Et je crois que l'impossible, il l'atteint dans le transport à la fin du livre. Voilà. Et que s'il n'avait écrit que ça, ce serait un très, très grand livre. Voilà. Donc, le reste, tout ce qu'il amène, c'est, comment dire, c'est toute la littérature yiddish qui a disparu, que pendant des années, on n'a plus vu. Voilà. Les poètes, ceux qui étaient morts sous Staline, ceux qui vont mourir sous Staline, voilà. La disparition du yiddish a continué, et puis on a vu une renaissance. Mais cette renaissance, elle est liée à des auteurs comme Schwarzbach. Même s'il écrivait en français, il s'exprimait profondément en yiddish. Et c'est ce que, inconsciemment, j'ai essayé de faire, maintenant qu'il y a 60 ans que j'écris. Je n'ai pas eu la chance ou la malchance d'apprendre le yiddish enfant. Voilà.
Mais je pense que j'ai retrouvé le yiddish sous une forme, comme dirait un français, azoï, azoï. Voilà. Jean-Pierre Orban. Oui, c'est étonnant ce que vous dites, parce que vous l'aviez dit avant la rencontre publique, cette question qu'il avait tout dit en quelque sorte à partir du convoi. Moi, je suis dans la recherche des archives et il était étonnant parce que je savais qu'il allait avoir cette rencontre et je venais de lire votre livre et j'étais chez Simone Schwarzbart à la souvenance dans les papiers d'André Schwarzbart et il y a une note d'André Schwarzbart, une note d'intention sur ce qui allait devenir l'étoile du matin, et elle commence par la figure de sa mère. Et il dit je n'ai pas assez parlé de ma mère, elle était là tout le temps, mais en quelque sorte, il ne pouvait pas en parler ou pas en parler convenablement. Et là où c'était tout à fait étonnant quand on découvre cette note d'intention que j'ai là, c'est qu'il parle du convoi dont vous parlez, de Drancy, et il parle de Klarsfeld qui justement a donné comme à vous les informations. Et donc dans la plus précieuse des marchandises, vous parlez du convoi du convoi numéro 25 qui part de Drancy avec votre grand-père. Et puis le convoi 49, 4 convois plus tard, le 2 mars 43. Et entre les deux, il y a le convoi 47 qui emmène la mère d'André Schwarzbart et aussi, par le hasard tragique, la mère de Georges Perec. Et donc, c'était étonnant de voir en quoi c'était une espèce d'imbrication tragique des histoires. Et vous avez raison, ça part déjà de Drancy. Et peut-être c'est la question à laquelle on ne répondra jamais. Quand il a écrit Le Dernier des Justes, il y a des notes d'André Schwarzbart plus tard en disant « mais j'ai écrit ça de façon inconsciente en quelque sorte », alors que c'est pas vrai parce qu'il écrivait en toute connaissance de cause et avec... On revient à la question comment parler, parce qu'il y avait différentes versions, y compris une version ironique. Et donc, comment parler, mais c'est après, plus tard, que cette question, le torture de savoir comment aller au-delà de ça, de dire l'indicible, et Simone l'a bien dit, ça se termine par là, cette impossibilité en quelque sorte, cette histoire sans fin, parce qu'on n'arrive jamais, il me semble, à dire les mots exacts, et on contourne un peu en quelque sorte, même si, on contourne un peu. Le conte est aussi une façon de contourner le gouffre. Mais non, la littérature, c'est contourner. et la littérature est contournée, et a fortiori dans des questions limites comme celle-là, non? C'est de trouver par quel détour on arrive au but. Et quand vous parlez de l'inconscience, je pense qu'il a écrit en toute inconscience, mais en toute connaissance. C'est-à-dire qu'il était plein d'une connaissance qu'il ne pouvait partager pratiquement avec personne. Et la littérature, c'est-à-dire que c'est cette connaissance et son inconscience qui lui a permis de toucher tellement de lecteurs. Voilà. Il faut avoir en soi une sorte de trésor, mais il ne faut pas essayer de le distribuer comme ça. Il faut trouver le détour, et le détour, c'est sans doute des années de travail, mais en toute inconscience. Voilà. S'il s'était dit qu'il allait avoir le prix Goncourt et tout, que ça allait être un succès mondial, que ça allait être lu pendant des générations, il aurait arrêté aussitôt. Et moi, modestement, si on m'avait dit que je serais un jour invité pour parler du Dernier des Justes avec la famille d'André que j'ai rencontré grâce à Robert Bobert, et ça me touche beaucoup l'histoire de Perec et tout, puisque Bobert m'a fait connaître et Perec et Schwarzbart. Voilà.
qui étaient deux personnes silencieuses et remarquables. Alors que moi, je parlais tout le temps. Mais que vous êtes aussi remarquable. Mais c'est un autre problème. Non, mais c'est vrai que de penser que, voilà, à trois convois, voilà, on est les fils des convois 45, voilà. Simone Schwarzbart, on va bientôt achever cette rencontre. Et avant le final par Jacques, vous avez écrit plusieurs romans dont j'ai sous les yeux Pluie et vent sur Télumé Miracle. Vous avez écrit avec André plusieurs livres aussi. Il y en a deux ici, L'ancêtre en solitude et le tout dernier, Adieu Bogota. On sait que vous aviez tous les deux le projet d'un cycle antillais. Cette écriture se prolonge ensemble. Je pense que à écouter cette histoire juive qu'André et moi, nous avons partagé, à écouter ces gens sans arrêt, Borvitch, Piotrowicz, Abrachazems, Claude Olivenstein, j'en passe et j'en passe et j'en passe, à écouter ces hommes parler, à savoir que j'avais devant moi, par exemple, Borvitch, qui avait échappé à la mort parce que sa corde de pendu avait été rompue. Et de voir ces gens discuter, toute cette histoire me rentrait par les pores, me rentrait insidieusement. Et je pensais à la mienne d'histoire, à la mienne qui était aussi tragique, mais que nous n'avions pas à notre disposition, nous autres, des Antilles, nous autres, les transportés d'Afrique. Donc, je pensais à tout cela et je me disais, comment ces personnes, j'ai lu le livre de Borvitch et il y avait simplement, comment dirais-je, une illustration d'une maison détruite et avec en dessous, avec une légende qui disait, je ne me souviens pas des termes exacts, mais ça signifiait tout simplement que, voilà, nous espérons que sous cette terre, il y a des documents qui pourront parvenir et raconter notre histoire, et raconter notre drame, et raconter ce que nous avons vécu. Et en même temps, au bord du gouffre, tous ces gens ont sans arrêt été, ont forgé une humanité dans l'inhumanité, sans arrêt. Et nous autres, qui étions en danger d'oubli de nous-mêmes, de notre histoire, sans arrêt, je me disais que, et André aussi, qu'il fallait en fait recoudre le tissu, qu'il fallait nous redonner à nous aussi notre histoire. Et notre histoire à nous autres Antillais se conjugue au féminin. Les justes, la lignée des justes est féminine. Et donc, nous avons commencé avec le plat de porc aux bananes vertes, l'image cassée, le blasphème et les portes fermées, le plat de porc aux bananes vertes. Et en même temps, ce plat de porc que l'héroïne Mariotte va jusqu'au bout de sa vie essayer de goûter en ce soir de Noël dans ce petit restaurant antillais que je connaissais, que nous connaissions bien, de la rue Gilles-Coeur, où il y avait cette Martiniquaise qui s'appelait Edith et qui officiait de manière magnifique, qui donnait d'elle-même et qui emmenait son pays à la bouche des gens par le goût, par l'odeur,
par la chaleur avec laquelle elle recevait ses clients qui étaient en quelque sorte ses invités. Et en fait, cette petite note d'André concernant le plat de porc aux bananes vertes, la nourriture de sa mère, en fait, il avance masqué chaque fois. Avec ce plat de porc aux bananes vertes, il est dit, la vieille c'est moi, la vieille c'est Mariotte. Ce qui vaut pour l'un, vaut pour l'autre. Sa philosophie est la mienne et cherchant ces pulsations, je découvre mon cœur au plus profond. Donc, cette espèce de capacité pour André d'englober à cette histoire d'autres histoires, d'élargir tout cela, ça le classe au rang des écrivains universels. Ça le place, il n'a pas cessé d'inventorier les lieux de dégradation de l'homme par l'homme. Le bagne, l'asile de vieillards, les paysans qui sont maltraités, les femmes qui sont humiliées. Il n'a pas cessé de pister ces univers concentrationnaires qui sont autour de nous. Parce que, en fait, les choses ne changent pas tellement. Il y a autour de nous quelque chose à regarder. Hier, par exemple, je rencontre un SDF et manifestement, il est de mon pays. Il est accompagné d'un jeune homme aussi SDF qui est blanc, lui. Donc, et il me dit, cet Antillais, bien me reconnaît aussi en tant qu'Antillaise, il me dit, « Madame, est-ce que vous pouvez m'acheter du riz? Je voudrais du riz, j'ai faim. » Et je lui dis, « Je ne peux pas, parce que j'ai un rendez-vous pressant. Je vous confie cet argent. » Donc, je donne une somme au jeune homme qui pourrait être mon fils, et je donne une somme également à l'autre copain. Ils m'embrassent tous les deux. Ils me tombent dans le cou. Merci madame, merci madame. Et là-dessus, il y a une autre Antillaise qui arrive avec 2 paquets de riz qu'elle a acheté pour ses SDF. Et elle me dit, bonjour madame Schwarzbart. Et les 2 jeunes gens disent, ah mais comment, vous connaissez cette femme? Et cette dame antillaise dit oui, elle a écrit le plat de porc aux bananes vertes, c'est l'histoire d'une vieille antillaise qui est dans un asile, etc. Et ce jeune homme antillais me dit, oui, cette femme était dans un asile, mais moi aussi, madame. Je suis sous une tente au bois de Boulogne et c'est un asile aussi. Vous voyez que on voudrait que les choses soient différentes. On voudrait. Et ce travail que nous avons fait reste actuel. Et je suis en même temps navrée. Je pleure d'un œil parce que le monde aurait pu être différent au cours de toutes ces années, mais il ne l'est pas. Voilà. Merci beaucoup, Simone. Avant de vous retrouver en signature à l'issue de cette table ronde, on va boucler la boucle musicale avec Jacques Schwarzbart pour ce final. Oui, ce sera une note d'espoir, ça s'appelle « Salutations au soleil ».
Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.